Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir répondu à l'invitation. Donc, je rappelle ce webinaire s'organise dans le cadre de la CLIS, donc la CLIS 2018, la troisième semaine de la classe inversée, donc troisième édition. Donc là, on a à peu près 200 événements répertoriés sur toute la France d'organiser. Donc, c'est une initiative de l'association Inversons la classe. Héloïse, tu pourras nous en parler après. Et donc, cette série de webinaires est soutenue par l'Académie Lorient-Tours, comme vous pouvez le voir sur la jolie slide que j'ai mise en bas. Donc, il y aura 4 webinaires cette semaine. Donc aujourd'hui, on va parler du concept de classe inversée avec les deux experts francophones. Demain, on fera des retours d'expérience en cycle 3 et 4 avec des intervenants du premier et second degré, enfin du premier degré du collège surtout, dans différentes disciplines. On passera au lycée dans le supérieur pour jeudi et vendredi, on terminera pour mercredi et jeudi, on terminera sur quel accompagnement comment dire, quel accompagnement et comment se lancer. Donc, je vais quand même rappeler, puisqu'on est sur quelque chose d'enregistré, que les intervenants s'engagent pleinement et à titre personnel. Voilà. Et moi, pour commencer, je vous propose de vous présenter. Héloïse, à toi l'honneur. Alors, Euh, je vais me présenter, donc Héloïse Dufour. Alors, moi sur ma fiche, j'avais marqué euh, ce qu'on fait dans la vie, son rapport avec la classe inversée. Donc, ce que je fais dans la vie, c'est qu'aujourd'hui, je suis directrice du cercle FSER qui rapproche les chercheurs et le grand public. A priori, pas grand lien avec la classe inversée, qui est plus ancien. Il vient du fait que quand je travaillais aux États-Unis en tant qu'enseignante-chercheuse, j'ai découvert ce concept qui m'a intéressée d'abord à un niveau personnel, que j'ai commencé à interroger un certain nombre de gens qui la mettaient en œuvre aux États-Unis et en France, et que ça m'a apparu comme un véritable levier pour aider à faire changer les pratiques enseignantes. Et donc c'est ce qui m'a amené de retour en France à vraiment connecter avec beaucoup de pionniers qui l'avaient mis en œuvre, et ce qui fait qu'on a monté l'association Inversons la classe, qui a pour, euh, qui a pour objectif non pas de promouvoir la classe inversée comme unique méthode qui serait la méthode miracle pour enseigner, mais bien d'impulser et de provoquer la discussion et les échanges pédagogiques, notamment autour de la classe inversée, mais dans tous les cas, on considère qu'à partir du moment où on échange sur ces pratiques, on est déjà gagnant. Et donc, je préside l'association Inversons la classe. voilà. Marcel, je te laisse te présenter. Merci tout d'abord, Christophe, de m'avoir invité. Donc, je suis Marcel Lebrun, je viens de l'Université catholique de Louvain, où, j'aime bien le dire, je suis d'abord un enseignant, en principal, je dirais, formateur de futurs enseignants. Et j'essaie avec eux depuis pas mal de temps d'ailleurs, de mettre en pratique ce que je dis qu'il faut faire. Hein, c'est ce que j'appelle parfois le principe d'isomorphie, c'est former les enseignants comme on voudrait qu'ils forment leurs élèves. Et évidemment, je suis profondément marqué par tout ce qui est pédagogie active, apprentissage collaboratif, problèmes, projets, etc. Avec un leitmotiv, je ne peux pas apprendre à la place des enseignants, donc je dois les mettre en condition où eux, ils vont pouvoir apprendre. Et donc tout ça, c'est un peu le berceau de ma seconde activité, qui est une activité de chercheur, principalement, je dirais, dans le domaine du numérique dans l'éducation, les réseaux sociaux, les usages des plateformes, etc., etc. Mais également au niveau méthodologique, j'ai trouvé que la classe inversée était quelque part une belle synthèse entre les approches compétences, les méthodes actives, de nouveaux modes d'évaluation et le numérique. D'où mon intérêt pour là où les classes inversées, je ne parle pas des classes inversées par coquetterie, mais tout simplement parce que derrière ce mot, il y a une multitude de pratiques qui m'intéressent beaucoup. D'accord.
Eh ben, alors justement, vraiment, comme c'est parfait, je vais faire la transition, tu parles de la classe inversée ou des classes inversées. Alors déjà, j'ai envie de vous demander, ben, pour vous, la classe inversée, c'est quoi? Qui commence? Alors, Alors, je vais peut-être au choix. laisser Marcel commencer là-dessus. Marcel? Bien, ben, je l'ai un peu annoncé dans ma présentation, alors on doit être assez clair. Même si certains nous disent qu'il y a eu des enseignants il y a fort longtemps qui faisaient déjà des méthodes apparentées, l'idée des classes inversées, ben, c'est malgré tout ce slogan, ce mot quelque part, ces mots, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Euh, on peut chiffrer vers 2007-2008 l'émergence quelque part, l'émergence hein, du concept. Et la classe inversée originelle, c'était finalement hors la classe, à distance de l'enseignant, sans la supervision de l'enseignant. Les élèves prennent connaissance de la matière au travers de vidéos, de textes, peu importe. Et ceci, pas dans le but d'externaliser les ressources et de faire de la vidéo, mais dans le but de libérer du temps en présence pour l'accompagnement différencié des élèves au travers des applications, etc. Donc, quelque part, c'est une autre balance entre présence et distance. Ce que moi j'ai constaté, parce que ça c'est la définition canonique, hein, les leçons à la maison, les devoirs en classe, mon Dieu que ce slogan est réducteur, j'ai constaté que des enseignants, tout en disant qu'ils faisaient de la classe inversée, faisaient d'autres choses. En particulier, il demandait aux élèves d'aller chercher de l'information à la bibliothèque, sur Internet, etc. Il leur donnait une thématique. Les élèves cherchaient des ressources, construisaient une petite présentation, et puis revenaient en classe. On retrouve la présence et la distance. Ils revenaient en classe pour présenter ce qu'ils avaient trouvé, organiser le débat, etc., etc. Alors, ces deux types, hein, la théorie d'abord, la théorie en dehors de la classe, les exercices à la maison, ou bien rechercher des informations en dehors de la classe et en débattre dans la classe. Évidemment, ce sont des dimensions un peu, elles aussi, théoriques. Ce que j'ai constaté le plus souvent, c'est que ces quatre temps, si vous voulez, dans l'enseignement et la formation, ben, les enseignants les combinaient. Par exemple, en demandant aux élèves d'aller explorer les contextes, ils revenaient en classe avec des informations. Ensuite, il y avait une partie théorique via des vidéos, etc. Et ensuite, les applications. Et ce qui est intéressant là-dedans, et c'est pour ça que moi, je préfère dire les classes inversées, c'est parce que tout d'abord, je vois que ce qui hérisse un peu les personnes hein, qui étudie la classe inversée, c'est peut-être le premier type. Mais enfin, les élèves ne vont quand même pas regarder des vidéos tout seuls. Vous voyez, ils sont très réducteurs. Et c'est pour ça que, par rapport à ce côté assez normatif, que les gens retiennent finalement les vidéos à la maison, qui n'est pas la seule possibilité, je l'ai dit, je préfère parler des classes inversées en voulant montrer par là le principe de variété qui me paraît important. On n'est pas dans des luttes entre savoir et compétences, on est dans une systémique entre les deux. D'accord. Merci. Moi, je suis évidemment Héloïse, d'accord si avec. tu veux. Oui, je suis évidemment d'accord avec ce que Marcel vient de dire, et évidemment sur ce point fondamental sur lequel il faut insister, qu'il n'y a pas une classe inversée, mais il y a bien des classes inversées. La classe inversée, ça va être un petit peu le principe, comme on parle de la philosophie, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'une. Et donc, il y a toutes ces déclinaisons, toutes ces manières de les mettre en œuvre. Et c'est vrai que Marcel a commencé le gros travail qui est d'essayer de faire une typologie de l'ensemble de ces pratiques.
Moi, j'ajouterais aussi que ce qu'on peut essayer de dire qui est commun à l'ensemble de ces pratiques, même si effectivement on va avoir des types qui sont assez différents, c'est c'est une volonté de vraiment consacrer le temps de l'enseignant en classe aux côtés des élèves, aux activités cognitives de plus haut niveau et de laisser en autonomie les activités cognitives de plus bas niveau. Et je m'appuie sur la taxonomie de Bloom pour dire ça. Et que, évidemment, selon jusqu'où on monte en termes d'activité cognitive, on ne fera pas la même chose dans la classe et en autonomie. Et ce que je dirais aussi, c'est que ça, une phrase que j'aime bien utiliser, c'est que ça facilite vraiment le passage du face à face, c'est-à-dire un enseignant face à l'ensemble de ses élèves, au côte à côte, c'est-à-dire un enseignant qui est aux côtés de ses élèves en fonction de leurs besoins et au moment où ils travaillent, et très souvent d'ailleurs en collaboration. Il y aura d'autres Parfait. questions, je vais m'arrêter là pour Merci. le moment. Voilà. Oui, non, mais je sais qu'avec une seule question, je peux vous lancer tous les deux pendant des heures. Donc voilà. Enfin, un effort. Alors, c'est ça. Donc on fait des Et en fait, efforts, même, tu vous vois. n'auriez pas besoin de moi pour être là. Voilà, non, non, j'ai bien compris, je vous remercie. Et donc, alors, justement, donc vous êtes passé, vous avez permis de parler de savoir s'il y avait une classe inversée ou des classes inversées. Donc, c'est parfait. Moi, la question que j'aurais maintenant, c'est, la classe inversée, ça, j'ai envie de dire, c'est à la mode de plus en plus, on en entend parler, mais justement, est-ce que c'est quoi? C'est une mode, c'est une méthode miracle, c'est une baguette magique? Moi, je voudrais un peu votre avis là-dessus. Je peux reprendre la main et continuer. Euh, je pense que de la même manière qu'il n'y a pas une classe inversée, et c'est très important de le dire, mais il y en a plusieurs, là pour le coup, s'il y avait une baguette magique de l'éducation, je pense que ça se saurait. Et donc, expliquer que la classe inversée serait une baguette magique, une méthode miracle, ça me paraît vraiment, vraiment très difficile. Et je ne sais pas qui aujourd'hui peut défendre ce type de point de vue. En tout cas, moi, j'en connais pas. Euh, et est-ce que c'est une mode? Bien sûr que c'est à la mode, hein, dans le sens où on en parle beaucoup. Maintenant, est-ce que ça passera comme une mode? Je pense que, comme Marcel l'a rappelé, le terme il est assez neuf et l'essor des classes inversées, il s'appuie beaucoup sur l'essor du numérique, mais ça repose quand même sur des choses qui sont beaucoup plus anciennes. Et là, on peut se référer à l'éducation nouvelle et des racines très européennes du début du XXe siècle. Et donc, est-ce que les pédagogies actives, la mise en activité des élèves, ça passera? Personnellement, j'en doute. Parfait. Marcel, ton avis? Et disons, est-ce que c'est une baguette magique? Est-ce que tout à coup, tous les élèves vont apprendre? Mon Dieu, cela me hérisse un peu cette volonté où on voudrait trouver des méthodes pour tous, qui marchent toujours, partout, etc. Et avec Héloïse, je dis, ben non, ça n'existe pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a derrière les classes inversées, non pas une mode. Bon, on l'a dit, oui, effectivement, c'est aussi une mode, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas que ça. Je pense que c'est vraiment un agencement de plusieurs courants. Alors, on sait bien dans les formations d'enseignants, ils ont des conférences sur les compétences. OK, on va parler des compétences transversales disciplinaires. Et puis, ils ont une autre conférence sur le numérique, etc. Et puis encore une autre conférence sur les méthodes dites actives, etc. Je pense que les classes inversées, l'avantage, c'est que ça synergise quelque part toutes ces approches. Un autre point où j'ai envie de dire, oui, c'est à la mode. Notre société, qu'on le veuille ou non, et sans aller dans des discours soit catastrophiques, soit lénifiants, elle devient numérique. De plus en plus, ben, voilà, ce webinaire, nos activités à la banque, nos activités de loisirs sont fortement marquées par le numérique. Et qu'est-ce que c'est le numérique finalement, si ce n'est ces technologies, quelque part, je vais un peu les anthropologiser, qui nous disent, eh bien voilà, maintenant tu as les outils
tu peux le faire toi-même. C'est un peu le do-it-yourself quelque part. Et donc, évidemment, si on comprend ce courant-là et qu'on se rend compte de l'accélération des savoirs, de l'émergence de nouveaux métiers, etc., etc., ben, on se rend compte très très vite que ce qui est vraiment important avec le numérique, c'est cette capacité de continuer à apprendre et de continuer à apprendre en dehors de l'école et quand le maître ne sera plus là, quand on sera dans le champ professionnel, dans la vie adulte, etc. Et donc cette autonomie, quelque part, où on n'est pas toujours face à l'expert en train de lui dire dites-moi tout ce que vous savez, etc. Le numérique nous permet d'aller chercher les savoirs, pas seulement de nouveau de l'expert vers l'élève, mais d'en discuter entre nous, d'échanger, etc., de co-construire, de construire ensemble des savoirs. Et je pense que l'école doit préparer ses élèves à travailler aussi en autonomie et cette autonomie, voyez-vous, j'entends trop souvent où on me dit, ah oui, mais l'autonomie, la créativité, c'est quand ils auront 20 ans, 22 ans, quand ils seront en master. Et moi, je dis toujours, regardez des petits-enfants de 4 ou 5 ans ou 6 ans, l'autonomie et la créativité dont ils peuvent faire preuve. Et donc, j'ai envie de dire ça, les classes inversées, un courant très moderne finalement, de l'apprendre toute la vie durant. Et Ah, je d'accord. rajouterais sur, effectivement, c'est crucial cette question de l'apprendre à apprendre et des compétences. Et puis même là, Marcel, tu parlais de formation des enseignants. On peut aussi penser à justement la volonté de différencier selon les élèves et selon leurs besoins. Et ce que représentent justement ces classes inversées, en fait, dans la pratique, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est souvent en fait une marche d'innovation dans son propre enseignement qui est atteignable. C'est-à-dire que pour beaucoup d'enseignants, on peut commencer petit en classe inversée. D'ailleurs, nous, quand on fait des enquêtes, on a à peu près 50% d'enseignants qui disent qu'ils utilisent la classe inversée moins de 50% du temps. Et en revanche, ce qu'on voit, c'est que les enseignants disent que en classe inversée, en fait, ils expérimentent plus qu'avant. Pour près de 80% des enseignants, c'est vraiment une marche qui permet en fait de sortir d'une manière d'enseigner dans laquelle ils se sentaient parfois un peu bloqués et qui permet d'ouvrir des portes pour aller justement plus loin et plus facilement dans des questions de différenciation, dans des questions de travail sur des compétences, mais aussi d'insister sur les fondamentaux. Et c'est ce que j'appelle moi le côté classe inversée, vecteur de changement de pratique. Je ne sais pas si j'ai D'accord. été claire. Si, si. Et justement, moi je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit tous les deux. C'est-à-dire que, alors, Marcel, tu expliquais que pour toi, enfin, que des fois on me dit oui, mais ils font ça quand ils auront 20 ans. Alors en plus, toi, c'est vrai que avec tes étudiants, tu travailles avec des adultes. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, puisque une remarque que j'ai lue à différents endroits, c'est oui, mais c'est que pour les bons élèves. Puis des fois, je lis, c'est que pour les mauvais élèves, enfin les élèves en difficulté. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement, est-ce que la classe inversée, c'est à destination de quels élèves? Est-ce que ça fonctionne plus particulièrement avec une catégorie d'élèves? Est-ce qu'il faut qu'ils soient tous autonomes et en classe prépa? Ou est-ce qu'au contraire, ça marche mieux avec des enfants qui sont en CE2 parce que ils sont encore, ils ont une autonomie qu'on leur fait acquérir à l'école primaire et que finalement, peut-être qu'ils perdent sur les années d'après? Donc, bah, je sais pas, Marcel, par exemple, ton avis? Ben, disons, mon avis, Héloïse l'avait un tout petit peu amorcé. Quand j'ai parlé du principe de variété, j'en étais évidemment sur les méthodes. C'est-à-dire que dans la classe inversée, mais oui, il y a des parties théoriques, mais oui, il y a des parties où les élèves font de la recherche d'informations, mais oui, il y a des exercices de communication, mais oui, il y a des applications. Donc, ça, c'est important de bien comprendre et de quitter un tout petit peu l'image originelle et très limitée finalement du concept. Mais ce qui est important également, et un peu en effet miroir, c'est que nous, les humains, et nos élèves en particulier,
ils ont des façons différentes d'apprendre. Ça ne veut pas dire nécessairement, comme on entend, qu'il y a les auditifs et les visuels, etc., etc., mais ça veut dire qu'en fonction des contextes, nous allons mettre en branle, en activité, de manière privilégiée, certains modes de questionnement, de travail, de résolution, etc. Et ce qui est riche avec la classe inversée, c'est justement par la variété des approches, de pouvoir aller chercher l'élève là où il est, c'est-à-dire dans ses modes privilégiés d'apprentissage, mais aussi, et avec les autres élèves, de lui faire découvrir d'autres modes d'apprentissage. Une fois que ceci est dit, et en respectant évidemment les différents niveaux, quand on parle de créativité, on peut parler de créativité à l'école primaire, mais oui, certainement, de créativité dans le supérieur. Donc, il y a évidemment des différences de niveau qui sont là, mais ce qui est intéressant à nouveau, c'est que l'enseignant, par la variété des approches, va pouvoir mettre en place des terrains d'exercice de toutes les compétences à différents niveaux. Et ça, pour moi, c'est une des richesses qui demande à l'enseignant d'oser sortir de, le mot n'est pas joli, mais de ses ornières, de ses habitudes, pour oser expérimenter d'autres choses. Et ça, je pense que c'est aussi une attitude de l'homme moderne, quelque part, d'oser expérimenter, de se documenter lui-même, etc. Donc oui, en tout cas dans mes recherches, celles que j'ai faites, Héloïse en a fait aussi, c'est la classe inversée, pratiquée avec des modalités différentes de l'école fondamentale, primaire, secondaire jusqu'au supérieur, voire la formation continue. Et ça, avec des approches différentes en mathématiques, en français, en histoire, etc. Je pense que la classe inversée ou les classes inversées, c'est plutôt un état d'esprit qu'une stratégie définie une fois pour toutes. D'accord. Je pense qu'on ne le Louise, je répétera suppose jamais que assez, tu as mais des choses assez. Ouais. pour compléter? Oui, et je pense que de toute façon, ça fera jamais le mal de le répéter et de le redire, comme vient de le dire Marcel. Quand on parle de classe inversée, on n'est pas en train de parler d'un protocole, d'une recette toute faite à appliquer. C'est un vrai travail réflexif à faire sur son propre enseignement et sur comment est-ce qu'on va mettre ça en œuvre avec ses élèves en fonction des objectifs pédagogiques évidemment qu'on se fixe. Et Marcel l'a dit aussi, euh, mais je le répète, aujourd'hui, et je pense que c'est important vraiment de le dire, c'est pas une vue de l'esprit. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui pratiquent en classe inversée de l'école primaire au supérieur, aussi bien à l'ESSEC, donc dans une très grande école et dans les classes prépa parisiennes, que dans des établissements de villes rurales, aussi bien dans d'excellents lycées de centre-ville que dans des collèges de REP+. Et aussi dans toutes les matières, du français aux mathématiques, en passant par la musique, dont je vous amuse, euh, l'histoire géo et toutes les langues. Donc encore une fois, ce sont des stratégies qui sont adaptables et adaptées aujourd'hui à tous les types d'élèves, toutes les matières et tous les niveaux. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de type d'élève, on peut aussi se poser la question, et tu l'as fait Christophe dans ta question, en fonction du niveau des élèves, est-ce que ça serait pas bon pour les bons élèves, est-ce que ça serait pas bon pour les mauvais élèves, ou ceux en tout cas qui sont le plus en difficulté, est-ce que ça augmente les inégalités? Et là, c'est pareil, je vais mettre, donner des choses des questions qu'on a posées aux enseignants justement, qui l'ont testé et qui disent, voilà, moi j'ai pratiqué en classe inversée, et là on n'a pas fait de différenciation selon les types, et on voit que majoritairement, que ce soit des bons élèves aux élèves en difficulté, ceux qui ont testé estiment que ça a un impact positif. Euh, donc ça me paraît intéressant,
Ça ne veut pas dire, encore une fois, je pense qu'on ne répétera jamais assez, que c'est une baguette magique et que ça résout tous les problèmes et qu'il suffit de passer en classe inversée pour que tous les élèves soient heureux d'apprendre et se précipitent sur le travail et qu'il n'y a plus de problème. En revanche, ça fait partie des, euh, en revanche, ça fait partie des outils euh, qui sont utilisables et donc à disposition des enseignants pour justement mieux réfléchir la manière dont on aborde en fait l'apprentissage de ses élèves. D'accord. Alors, avant de laisser la parole enfin, de voir s'il y a des questions parmi les participants, j'avais une question. On parle de la classe inversée, etc. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins pire? Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on a des résultats? Alors, en fait, je vous pose la question déjà pour commencer la semaine, la série de webinaires, et notamment parce que l'un comme l'autre, avec vos études et les rencontres que vous avez faites, vous avez une vue qui est, je pense, globale. Donc, Marcel, si tu veux commencer, puisque Héloïse vient de prendre la parole. Alors, c'est un de mes domaines vraiment d'intérêt au niveau de la réflexion, c'est cette recherche quelque part sur les effets, sur les impacts. Alors, avant de m'intéresser à la classe inversée, on ne l'appelait pas encore comme ça il y a une dizaine d'années, je me suis intéressé aux effets, on disait à l'époque, hein, des technologies sur l'apprentissage. Et généralement, on constatait que, bon, évidemment, il y avait des cas particuliers, mais que les effets n'étaient pas si importants que cela. En tout cas, bien en deçà de ce que disaient les évangélistes des technologies, etc., etc. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, dans la plupart des recherches, pas toutes, on voulait mesurer l'effet de l'innovation, de la nouvelle méthode, du nouvel outil, à l'aune, c'est-à-dire avec les mêmes critères que ce qui permettait de mesurer l'apprentissage des élèves dans les anciennes méthodologies. Autrement dit, par souci de qualité de recherche, on employait les mêmes critères pour un enseignement, j'aime pas trop ce mot, mais vous me comprenez quand même, plus traditionnel et dans un enseignement innovant. Mais ça n'a pas beaucoup de sens parce que dans l'enseignement, de nouveau avec des guillemets, traditionnel, ce qu'on va examiner, et c'est très important, n'est-ce pas, les performances en français, en écriture, en lecture, en mathématiques. Mais dès qu'on nous parle, par exemple, du numérique ou des classes inversées, on met en avant le fait que ça pourrait développer l'autonomie, la créativité, la collaboration, les talents de communication, etc. Donc moi, ce que je prétends, c'est si on veut mesurer l'effet d'une innovation, on peut la mesurer avec les critères anciens, mais on doit aussi les mesurer à l'aune des nouveaux critères. Et je pense que c'est le cas pour la classe inversée. Si on veut mesurer l'effet de la classe inversée et qu'on se contente de regarder, et c'est bien, hein, c'est important, je l'ai dit quand même, les performances en français, en calcul, etc., et qu'on trouve le même résultat, on va dire, ah mais vous voyez la classe inversée, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et moi j'ai envie de dire, mais si, on a les mêmes résultats qu'avant, donc il n'y a pas de perte au niveau des connaissances fondamentales. Mais ce qu'on doit mesurer également, et c'est beaucoup plus difficile, c'est est-ce que les élèves ont acquis des compétences en communication, en créativité, etc., etc. Donc, pour mesurer les effets d'une innovation, on peut les mesurer à l'aune de ce qu'on a toujours fait, si tu veux, mais on doit aussi les mesurer à l'aune des intentions et des compétences qui ont été projetées. Et si on accepte de dire ça, alors je pense que les classes inversées apportent des résultats tout à fait valables au niveau du français, des calculs, etc., mais vont développer d'autres types de compétences. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Tant qu'on n'aura pas compris ça et qu'on se contentera de mesurer des méthodes différentes avec les mêmes outils, on risque de trouver les mêmes résultats.
Et donc, c'est un petit plaidoyer pour qu'on mesure, bien sûr, les compétences dans les disciplines de base, c'est évident, mais qu'on apprenne aussi à mesurer les effets de la classe inversée vers des compétences transversales, telles la créativité, la communication, le travail collaboratif. Et là, je pense qu'il y aura des effets et les recherches ont l'air de l'indiquer. C'est un peu comme si, et ça ne critique pas du tout ce que Héloïse a montré, quand on me dit les bons élèves, les mauvais élèves, les élèves en difficulté, mais ce sont les bons élèves par rapport aux critères classiques de la formation, ceux qui font bien leurs devoirs, qui apprennent bien leurs leçons. Mais il n'est pas étonnant pour moi que ces bons élèves auraient des difficultés dans un système de classe inversée où les degrés de liberté et d'autonomie sont beaucoup plus grands. Vous voyez donc l'importance des critères pour mesurer les effets d'une innovation. Encore une Merci. fois, je peux que souscrire à ce que Marcel vient de dire et c'est d'ailleurs une question assez cruciale, hein, le fait de pas seulement mesurer justement au niveau des notes, on va le dire très simplement, mais aussi au niveau de compétences qui sont traditionnellement euh, pas ou peu évaluées, que ce soit bah, la capacité à travailler en groupe, la capacité à, par exemple, s'exprimer à l'oral, enfin un certain nombre comme ça de compétences qui sont, encore une fois, traditionnellement peu évaluées. Et c'est pour ça que la Inversion de la classe demande depuis plusieurs années maintenant que l'éducation nationale prenne cette question à bras-le-corps, puisqu'ils ont les outils statistiques pour mener vraiment des enquêtes à grande échelle. Et donc, ça fait partie des choses qu'on demande. Du coup, en attendant, comme on nous pose régulièrement la question, on a essayé de se pencher sur le sujet d'une manière un peu artisanale. La première chose qu'on peut dire, encore une fois, c'est que typiquement en France, aujourd'hui, il n'y a pas d'études sur le sujet. En revanche, dans la littérature anglo-saxonne, il y a un certain nombre d'articles scientifiques qui ont essayé de tester justement de tester, hein. On prend une classe contrôle et puis une classe en classe inversée. Alors, avant de commenter ce graphique, je voudrais commencer par préciser qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le fait que, la majeure partie sont dans des pays anglo-saxons. Euh, Là, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a pris les 200 premières références sur la classe inversée qui sortaient dans Google Scholar et qu'on a sélectionné celles pour lesquelles il y avait justement une étude sur les notes en particulier et qui faisait des comparaisons entre donc une cohorte témoin et une cohorte en classe inversée. Donc, la deuxième chose à dire, c'est que c'est en classe inversée, il n'y a pas de différenciation par rapport à de quel type on parle, c'est globalement plutôt du type, on va dire, traditionnel. Et la troisième chose, je pense, qu'on peut tirer de ce graphique, c'est que les résultats sont assez variables. On voit que ça va de moins 1% des notes à plus 80,7%. En revanche, si on regarde grossièrement, la première chose qu'on voit, c'est que ça ne fait pas baisser les apprentissages de passer en classe inversée. A priori, ce n'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une tendance vers une augmentation, même si 17,3%, ça reste très mesuré, et que, encore une fois, on se garderait bien d'appliquer directement ce pourcentage à l'ensemble des classes inversées, mais c'est simplement, ça donne une indication sur qu'est-ce qui existe aujourd'hui en termes de recherche. Et ce qui est intéressant, c'est de le corréler avec ce qu'en disent les enseignants dans nos enquêtes. Euh, Et donc, si on regarde, encore une fois, si on essaie de sortir de comment dire, du ressenti individuel d'un enseignant dans sa classe, et là, c'est
On a à peu près 200 enseignants qui ont répondu. Sur la question des notes, ça reste en fait assez partagé. Il y en a un peu plus de 60% qui disent que les notes ont globalement augmenté et 35% qui disent que globalement, elles n'ont pas bougé. En revanche, justement sur ces compétences qui sont traditionnellement non évaluées, les déclarations des enseignants sont assez similaires dans le sens où ils sont 90% pour la motivation et plus de 85% pour l'autonomie, à déclarer que justement en classe inversée, ils ont l'impression d'avoir des élèves qui sont plus motivés et plus autonomes. Et puis je rajouterais sur cette question toujours de mais est-ce que c'est inégalitaire? Qu'est-ce qu'il en est pour les élèves les plus en difficulté? Que de la même manière qu'on a regardé la littérature scientifique sur on va dire simplement ce qui existait sur les résultats, sur les notes, on a regardé sur cette question les élèves les plus en difficulté. Et là encore, on a trouvé on a trouvé une quinzaine d'études qui s'intéressaient spécifiquement à ces questions. Et donc chacune des barres ici représente une étude indépendante l'une de l'autre. Alors pour répondre à une question sur le chat, a priori, en tout cas si on regarde cette diapositive-là, c'est les notes augmentées à système d'évaluation identique. Après ça, dans les déclarations des enseignants, ça on ne peut pas le savoir. Pour revenir à la question des élèves les plus en difficulté, si on regarde l'ensemble un peu plus de la dizaine d'études qu'on a trouvées, on retrouve cette même dynamique dans tous les cas, on a plutôt une tendance à une réduction du nombre d'élèves, ce qu'on va appeler en échec. C'est-à-dire les élèves qui décrochent, les élèves qui ont des notes éliminatoires, et avec a priori quand même un pourcentage important. Si on fait la moyenne, ça représente un tiers d'élèves en moins en échec. Encore une fois, je pense que c'est important d'être prudent avant d'appliquer ces chiffres directement en France, parce que si ces enquêtes concernent beaucoup le supérieur, mais ce qu'on note encore, c'est que ça rejoint beaucoup des déclarations d'enseignants qui disent que justement, ça leur permet d'aider beaucoup les élèves qui sont en difficulté. Et je finirai juste par dire que on manque d'études en France, et c'est important d'en faire, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'études sur le sujet. Et je pense que c'est important de regarder pas seulement ce qui est publié en français, mais aussi la richesse de la littérature anglophone. Voilà. D'accord. Merci. Alors, moi, je vais me tourner sur le chat pour voir si les participants, les personnes qui sont là pour vous écouter ont des questions pour repréciser certains points ou au contraire veulent exprimer leur désaccord. Alors, on a eu quelques remarques qui étaient intéressantes concernant justement que la pratique de classe inversée était également utilisée en formation pour adultes, et ce que disait aussi bien Marcel que Loïs, c'est voilà, il y a des apprentissages informels qu'il faut prendre en considération quand on parle de est-ce qu'ils apprennent mieux ou pas. Tout à fait. Et sur la Alors formation après, j'ai pour l'impression qu'on adultes, a que des gens. je rajouterais sur la Vas-y, formation vas-y. pour adultes que moi, par exemple, j'ai fait des formations à la classe inversée. Ça ne me serait pas passé par la tête de ne pas les faire en classe inversée. Euh, et, euh, et du coup, c'est un vrai travail aussi pour les participants à la formation, mais comme c'est le cas pour les élèves, de s'adapter quelque part à un nouveau mode d'apprentissage. Le nombre de participants que j'ai eu en formation, justement, où je les faisais énormément travailler, et je leur disais, mais c'est vous qui allez travailler. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous donner des billes. Mais par exemple, c'est vous qui allez construire votre séquence en classe inversée et vous allez échanger entre vous sur qu'est-ce que vous pensez de vos séquences et comment est-ce qu'on peut les améliorer. C'était pas forcément quelque chose auquel ils étaient habitués. Et donc, ce changement pour l'enseignant, il ne faut pas oublier que c'est aussi un changement pour l'élève.
et que personne ne connaît mieux l'école que les élèves qui y passent leur temps. Et donc, c'est important de prendre ça en compte quand on passe en classe inversée. Il n'y a pas seulement les élèves, il y a aussi les parents qui sont aussi beaucoup allés à l'école et qui peuvent être aussi parfois un peu déboussolés sur une manière qui est différente de celle qu'ils ont eu, eux, d'être mis en apprentissage. Mhm. Ouais, moi, je rajouterais simplement que les effets, et on a parlé de ces choses qui sortent quelque part de la note, hein, en disant, et c'est très bien qu'Héloïse ait dit ça, c'est que finalement, ben, ça améliore plutôt les notes au niveau des connaissances, compétences fondamentales. Ça réduit finalement le taux d'échec, mais ce que j'ai envie de dire ici, ces résultats sont évidemment importants, il faut les construire, il y a des recherches, et les méta-recherches qu'Héloïse a faites sont très intéressantes dans ce sens-là, mais on peut aussi avoir une réflexion, et je trouve que au niveau du débat sur la classe inversée, on dit souvent, mais prouvez-nous que cela marche. Et on va faire des observations en classe, etc. Mais on peut aussi travailler en renversant quelque part le raisonnement. Vous savez, au niveau de l'apprentissage, les théories de la motivation, il y en a, je crois qu'il y a un collègue français qui en a dénombré une centaine, et toutes ces théories ont des éléments de vérité quelque part. Par exemple, si je prends une des théories de la motivation en contexte scolaire les plus connues quelque part, comme celle de Roland Villot, il nous dit dans la motivation, il y a trois choses importantes. Il y a la contextualisation de la tâche, c'est-à-dire parler avec les élèves de choses dont ils vont découvrir le sens, mais qui font aussi sens pour eux, la valeur de la tâche. Combien de fois on entend, peut-être dans le supérieur là, mais monsieur, à quoi ça sert les intégrales ou les différentiels du deuxième degré? Ben, tout simplement parce qu'on leur donne la théorie qui est déjà un distillat avant de leur avoir donné le contexte, voyez-vous. Et ça, la contextualisation, c'est un élément de motivation qui se trouve dans pratiquement toutes les théories. Un deuxième élément, le sentiment de compétence. Pour qu'il y ait un sentiment de compétence, la compétence doit être annoncée, c'est-à-dire qu'il y a une activité d'explicitation par rapport à l'enseignant. Je pense que ça, c'est fondamental dans la classe inversée, c'est que l'enseignant parle à ses élèves de la compétence qu'il a envie de développer. Il y a également des connaissances sur les compétences. Travailler en équipe, ça demande différents types de savoir aussi. Donc, ce sentiment de compétence, l'explicitation, et également demander aux élèves des productions. Les productions, quelque part, c'est le signe de la compétence qui s'est accomplie. Valeur de la tâche, sentiment de compétence. Troisième chose, la contrôlabilité. Est-ce que l'élève a l'impression que ce qui va advenir, hein, dans le développement de sa connaissance, de la tâche, etc., c'est lui finalement qui en est le responsable et ce n'est pas une sorte de hasard que une fois il a 12, une autre fois il a 16 sur 20, etc. Mais si on accepte de prendre ces trois facteurs, ben, on les retrouve dans certaines modalités de classe inversée, contextualisée, compétence, autonomie, on les retrouve. Donc qu'il y ait un effet quelque part sur l'apprentissage, mais bon Dieu, c'est pas parce que les classes inversées sont survenues que tout à coup toutes les théories de l'apprentissage qui existent, celles qui sont validées évidemment, sont devenues caduques. Et donc on peut aussi avoir une réflexion en disant, l'enseignant construit son dispositif en mettant en action ces différentes manettes, ces différents leviers sur lesquels il peut agir, et donc on observe des effets sur l'apprentissage, apprentissage des disciplines et des fondements, et apprentissage des compétences transversales. Mais alors, justement, j'ai envie de rebondir juste sur ce que tu viens de dire, Marcel. C'est finalement, est-ce que la classe inversée
comme vous la classe inversée, les classes inversées comme vous les définissez tous les deux, est-ce qu'elles n'existaient pas avant qu'on utilise ce terme et voire qu'on impose un carcan au terme dont maintenant on essaie de sortir vu ce que vous en dites. Mais donc, si je comprends bien, voilà ce que tu dis, c'est ça, c'est que la classe inversée, on a mis un nom sur des choses qui existaient déjà. Excuse-moi, Christophe, mais je trouve que cette question n'est pas pertinente parce qu'en fait, qu'elle ait existé ou qu'elle n'ait pas existé et qu'il existait déjà des schémas de classe Oui, inversée, ce je doute, chez les Romains, chez les Grecs et au Moyen Âge, ben, ça ne change rien pour moi. Parce oui, bien que sûr. schéma au XXe siècle, si vous voulez, de l'école, c'était quand même le maître qui sait devant des élèves qui ne savent pas. Et cela, au XXe siècle, ben, la classe inversée a contribué à l'inverser. Et je pense que c'est là le sens du mot. Ce n'est pas tant le fait que les cours ne soient plus en classe, mais dans des vidéos. Ce qui a changé, c'est la posture. Ce n'est plus le maître qui enseigne, qui est quelque part le nombril du monde, le centre du monde. C'est l'élève qui apprend. Ça ne veut pas dire non plus que l'enseignant n'est plus utile parce qu'il y a des vidéos. Non, au contraire, il est là justement pour donner son temps à l'accompagnement de cet apprentissage dont nous parlons. Et donc, qu'il y ait eu des pionniers quelque part qui aient fait la classe inversée, ben dans mes livres et dans mes écrits, je parle que j'ai eu un prof en 1972, quand j'étais en l'équivalent des licences, en première année dans le supérieur, qui a fait de la classe inversée avec un livre. Oui, mais j'en ai eu un sur un cursus de 5 années d'études. C'est ça l'innovation. C'est pas le Bien sûr. fait que ça existait ou que ça n'existait pas. C'est le fait que, répondant à un besoin de société, elle transpire quelque part dans le réseau éducatif et est adoptée un peu, beaucoup, modérément par les enseignants. L'innovation, pour moi, si on appelle les choses comme ça, pourquoi c'est nouveau, etc., ben c'est parce que ça percole dans le système, on en parle, on fait des clics et des quiz et des colloques et des journées pédagogiques à n'en plus finir sur le sujet, et c'est là qu'est l'innovation. L'innovation, c'est pas un pionnier qui a fait quelque chose tout seul et que j'ai rencontré un jour par hasard. C'est vraiment quelque chose qui s'infiltre dans le système, qui s'adopte, qui se transforme. Hein, regardez, le schéma originel de la classe inversée de 2008 a été transformé par les enseignants qui l'ont fait à leur manière. Ça, pour moi, c'est le signe d'une innovation. Et qu'on me dise que ça a existé dans l'ancien temps, je dis, j'en doute quand même beaucoup, parce que au début des universités, ben, au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, les gens se déplaçaient dans les lieux de savoir qui étaient les universités pour écouter des cours ex cathedra. Le mot vient de là. Et donc, qu'il y ait eu Socrate qui, lui, enseignait en se promenant dans la nature, oui, peut-être bien, mais le nom de Socrate est resté à la postérité. Et Merci. j'ajouterais par rapport à ça que moi-même tout à l'heure, donc, j'ai remis en perspective les classes inversées avec, pour le coup, l'école plus moderne qu'on connaît, c'est-à-dire du XXe siècle, hein, en mettant en perspective avec l'éducation nouvelle et des gens type Freinet, Montessori. C'est quand même un marqueur intéressant que Freinet et Montessori, on continue d'appeler ça des pédagogies alternatives. Ça ne veut pas dire que personne ne l'a mis en œuvre, ça veut dire que ça reste alternatif, ça reste quelque chose qui est à la marge. Et il me semble qu'un bon marqueur pour ça, c'est tout simplement l'organisation physique des classes. C'est-à-dire que quand on rentre dans une classe inversée, une chose qu'on remarque dans énormément de classes inversées, ça va être une organisation physique différente de l'espace, avec très souvent des tables qui sont organisées en îlots. On l'a dit, un enseignant qui est beaucoup moins au tableau, qui est beaucoup plus au milieu des élèves. Aujourd'hui, dans la majorité des établissements, quand on rentre dans une classe au hasard, ce qu'on va trouver, c'est une distribution en autobus.
Ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire du travail collaboratif entre élèves dans une classe en autobus, mais simplement, c'est pas le schéma par défaut. Le schéma par défaut, ce sont effectivement des élèves qui sont en rang et qui écoutent ou qui dialoguent avec un enseignant qui est au tableau. Et c'est là, effectivement, que je rejoins tout à fait Marcel. L'innovation, c'est moins la classe inversée en elle-même. Oui, on peut trouver des pionniers. Ce qui est vraiment nouveau, et moi, ce que j'appelle la révolution de la classe inversée, c'est pas ces pratiques en tant que telles, c'est aujourd'hui l'ampleur qu'elles prennent. Et, euh, et le fait qu'elle soit au cœur de la discussion. Quand on m'interroge et que je dis qu'aujourd'hui, nous, en France, on estime qu'il y a à peu près 1 million d'élèves qui sont concernés par la classe inversée, euh, on sort de quelque chose qui serait une pédagogie alternative. C'est un phénomène d'ampleur. Et alors là, pour le coup, je vais faire un peu de publicité. Je pense que c'est important de dire que c'est un vrai mouvement de terrain. C'est pas quelque chose qui a été imposé d'en haut ou quelqu'un dans son bureau s'est réveillé en disant c'est quelque chose qu'on va imposer. C'est un vrai mouvement de terrain qui est porté par des enseignants. Marcel mentionnait la CLIS, le CLIC. Je pense que c'est pas inutile de rappeler que justement le premier mouvement, la première formation dans un plan académique de formation, elle a été donnée par Inversion la classe, que le premier congrès d'ampleur, enfin le premier congrès sur le sujet, il a été réalisé par Inversion la classe, que la semaine de la classe inversée s'est lancée par Inversion la classe, et que c'est vraiment les enseignants qui ont lancé ce mouvement. Eh bien, écoutez, merci à vous. Je pense, on a, voilà, les participants globalement sont d'accord avec ce que vous dites, et donc ils n'avaient pas de questions, ils ont trouvé ça très clair. Donc, Alors, je pense qu'on peut si lire vous le voulez un dernier mot pour commentaire terminer. qui... Oui, ben je lirai juste le dernier commentaire, effectivement, d'Éric Pereira, qui a fait de nombreux commentaires très pertinents et qui dit, voilà, l'image de l'autobus me plaît beaucoup. Les élèves sont conduits au même endroit indépendamment de leur volonté et capacité. Et pour faire le lien avec le séminaire de demain, je vais citer Soledad Garnier, qui dit: La classe inversée me permet de ne plus servir le même menu à tous mes élèves. Et c'est ça. Et ce que j'aime dans cette citation, c'est le me permet. La classe inversée, c'est un moyen. C'est un moyen, c'est un outil. C'est pas une solution en soi. C'est vraiment un moyen pour atteindre des objectifs qu'on se fixe en tant qu'enseignant, qui sont d'une meilleure différenciation, effectivement, de développement de compétences plus larges que simplement l'acquisition des savoirs, mais aussi l'acquisition de compétences qui vont au-delà de ça. Et merci Christophe pour l'invitation. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous, et puis à demain pour la suite. On s'intéressera au cycle 3 et 4. Et voilà. Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci.